Bonjour à tous, bienvenue dans l'Actu à chaud, c'est votre nouvelle émission de débat sur l'information de la sécurité, sur ANews Sécurité. Chaque mois avec des invités, eh bien, nous débattrons sur les sujets chauds de la sécurité sans langue de bois, en toute liberté d'expression. Sur le plateau, aujourd'hui, Agnès Naudin, un peu de douceur dans ce monde de brut. Notre capitaine de police en disponibilité pour ANews Sécurité, surnommé Réponse, pour sa chevelure aussi longue que sa parole est libre. Bonjour Agnès. Bonjour. Merci d'être là. Face à vous, Georges Fenech, ex-magistrat, orateur hors pair s'il en est un, spécialiste de la sécurité et du terrorisme, notre homme de loi, mais aussi notre homme de voix, avec ce timbre reconnaissable entre tous. Bonjour. Merci. Merci d'être là. Éric Chalumeau, notre commissaire divisionnaire honoraire, président du syndicat du Conseil en sûreté, que l'expérience et la sagesse soient avec nous. Bonjour Éric. Bonjour Alexandre. Et puis Mike, notre blogueur fou de sécurité, maître du blog 83 629. Au nom de la sécurité privée, il s'exprime sans tabou. Bonjour Mike. Bonjour, merci beaucoup. Alors le sommaire aujourd'hui, un agent de sécurité agressé à coups de cutter à Rennes, un autre renversé délibérément à Strasbourg, un troisième attaqué à coups de couteau du côté de Briançon, un agent d'une discothèque cogné à coups de cric à Lyon, des agents agressés physiquement parce qu'ils demandent le port du masque à des clients. Nos agents de sécurité sont-ils assez bien équipés pour faire face à une violence grandissante et à des risques terroristes sournois et tapis dans l'ombre? N'est-ce pas l'arroseur arrosé? Il nous protège, mais non finalement rien pour se protéger. Le deuxième sujet sera sur la France qui a été émue par le témoignage d'un agent de sécurité sur la radio RMC avec sa femme. Ils mangent une fois par jour pour payer l'école de leur fils. Est-ce que nos agents privés sont assez bien payés? Et puis enfin, on parlera un peu de sport avec la désertification des stadiers dans les stades de foot. C'est la pénurie. On a le retour du public, mais le départ des stadiers. Supporters 1, sécurité 0. Allez, ouvrons le bal avec le premier sujet. Nos agents de sécurité privée sont-ils suffisamment protégés en termes d'équipement? Tous les jours, on lit, on entend que des agents de sécurité sont attaqués, sont blessés. On a vu récemment du côté de Cannes qu'un policier, lui, avait été attaqué à coups de couteau, mais heureusement, il était protégé par un gilet pare-balles. Qu'en est-il de nos agents de sécurité? Mike? Alors pour les agents de sécurité, on va dire que l'État a mis la première pierre très récemment, puisqu'avec la loi sur la sécurité globale de mai 2021, on a enfin aggravé les peines si jamais il y a une agression contre un agent de sécurité. Donc c'est la première protection, on va dire, théorique, au plan pénal. Juridique. Mais c'est vrai que sur le côté pratique, il y a encore beaucoup de chemin à faire pour la protection des agents de sécurité. Après, on va dire que c'est dû aussi, pour moi, à une marge très très faible qui ne permet pas une protection et un investissement dans les équipements des agents de sécurité, pour moi. On voit aussi dans la formation initiale, on est à une poignée, on a une vingtaine d'heures en formation initiale. Donc une vingtaine d'heures pour gérer les conflits, le stress. Ouais. Et après, pendant 5 ans, il n'y a plus rien. Et au bout de la 5e année, avec un recyclage, où là on a une poignée d'heures aussi, 5-6 heures, pour les remettre dans le bain sur la gestion de conflits. Donc là, on voit que c'est clairement insuffisant au niveau formation, au niveau retour formation pour les agents. Aujourd'hui, ils sont en première ligne, ils sont presque autant exposés que nos gendarmes et nos policiers. Agnès, qu'est-ce que vous en pensez? La police municipale, mais en fait, je comprends pas pourquoi ils n'ont pas à minima des gilets pare-balles. Parce qu'après, on sait que le sujet des agents de sécurité de demain, c'est est-ce qu'on va les autoriser à être armés ou pas, comme on s'est posé la question à l'époque pour la police municipale. Donc après, ça, ce sera des après, le gilet pare-balles, mais au moins, le gilet pare-balles, c'est un minima. Enfin, je veux dire, ça les protège eux et ça n'engage à rien. Mais ça coûte. Et qui c'est qui paye? Rien n'interdit, me semble-t-il, à un agent de sécurité de porter un gilet pare-balles. C'est pas une arme. Bien sûr, c'est ça, c'est ce que je dis. C'est un moyen de protection. Donc on est sur une question de moyens de l'entreprise, d'équipement des agents de sécurité, non pas sur un problème législatif, me semble-t-il. Par contre, là où effectivement on peut se poser la question, c'est sur l'armement des agents de sécurité, mais on l'a déjà fait une avancée considérable, la loi du 28 février 2017. Je m'en souviens très bien, j'y étais à la commission des lois à ce moment-là, où finalement on a permis aux agents de sécurité de porter une certaine catégorie d'armes, il y a les catégories B et D,
lors d'événements particuliers qui mettent en danger notamment la vie des agents de sécurité ou de ceux qui participent à l'événement. Mais tout cela est bien encadré, avec des formations, avec... Non, on va dire que c'était très très long, puisque on va dire que sur l'armement, ça avait été décidé avec le CNAPS en 2015, suite aux attaques du Bataclan. La première loi, donc... 28 février 2017. 2 ans après. Entre en application en janvier 2018. Voilà, et la première formation réglementée, officielle au niveau de l'État, 2020. C'est ça. Donc c'est... Pour rappeler, catégorie B, c'est pistolet, arme à feu, d'épaule, à répétition manuelle. Oui, ce qu'on appelle... Arme de poing, ouais, catégorie B. Les armes de 4e catégorie, Ouais. hein, c'est ce qu'on appelait... Et des couteaux, matraques, bombes lacrymo. Oui, générateur d'aérosol, de petites... de spray, en catégorie B, moins de 100 millilitres. moins de 100 millilitres. Les fameux tonfas. Et bâton de défense. Bâton voilà. de- Alors, bâton avant de d'arriver, défense. comme le disait Agnès, à éventuellement, donc, d'ici quelques années, à un port d'armes, est-ce que justement ces armes intermédiaires qui pourraient leur permettre de se protéger, de se défendre, qui sont effectivement ces bombes aérosols, voire un taser ou une matraque, c'est possible? Alors déjà, taser, c'est pas possible, Non. parce qu'en catégorie D, il n'y a que C'est 2 légal. armes disponibles. D'accord. C'est uniquement bâton de défense et spray de lacrymogène. Et du coup, effectivement, ça commence à se démocratiser petit à petit. Mais là aussi, on est encore, comme je disais, sur un problème de fond, donc les donneurs d'ordre, et au niveau des paiements, et au niveau des tarifications proposées par les entreprises, qui Oui, ne puis permettent pas tout forcément ce un qui est bâton équipement. télescopique, tonfa, normalement, il y a aussi des recyclages, il y a des formations. Enfin, nous, en tout cas, dans la police... C'est on une les a fois, pas, on en était catégorie D, obligés. c'est une fois tous les 6 mois. Voilà, ok. Donc, Et en il y a quand catégorie même des B, formations pour ah oui, bien sûr, utiliser certains continue. armements. Mais et là, un on coup- n'est pas sur les moyens, on est sur comment est-ce qu'il protège, lui, sa personne. personne Ouais. et voilà, l'intégrité physique de la personne. Donc après, si effectivement, dans les sécurités, boîtes de sécurité privées, parce qu'il n'y ait pas de l'argent dans l'État et dans la fonction publique, ok, on le sait, c'est pas de notoriété nouveau. publique. Et c'est pas en train de s'arranger, mais effectivement, alors très naïvement, je me disais, dans les sécurités privées, ces boîtes de sécurité, elles doivent avoir beaucoup d'argent. Et en fait, je suis, moi, très étonnée du fait qu'ils n'aient pas les moyens de se protéger. Mais bon, en même temps, s'il n'a pas de quoi, s'il mange qu'une fois par jour, c'est pas étonnant qu'il n'ait pas de gilet pare-balles. Mais après, c'est comme les polices municipales. Vous avez des polices municipales très riches et des très pauvres. Ça dépend des municipalités. Mais, Voilà. on fera jamais dans ce pays une politique publique en matière d'armement des personnels si on ne connaît pas le phénomène. Or, je rappelle qu'il y a un soi-disant observatoire de la sécurité des personnels qui a été créé en 2015. Moi, j'ai jamais vu la moindre remontée de données. On ne connaît pas la victimation professionnelle dans ce secteur. C'est vrai qu'il y a une succession de faits divers, j'aime pas ce terme-là, mais on ne connaît pas la quantité, on n'a pas de remontée de cet observatoire. Je crois qu'il n'a jamais véritablement... Moi, en fait, l'observatoire Fonctionner. les premiers sortis, il y a eu 2 rapports faits, 2011-2012 uniquement. Et depuis, il n'y a plus aucune publication en fait, au niveau de la victimisation des agents de sécurité. On aimerait connaître les modes opératoires, on aimerait connaître les circonstances, Voilà. on aimerait connaître le comportement. On a aussi, moi j'ai beaucoup travaillé pour des grands transporteurs publics, on a des chauffeurs de bus, des machinistes qui sont survictimés. Souvent parce qu'ils sont sur des lignes compliquées, souvent aussi parce qu'il faut le dire, il y a du fait. Je ne renvoie pas la responsabilité à l'agent, mais il y a aussi des questions comportementales. Donc, on a pas. Aussi, la seule étude qu'on ait, elle date de l'ONDRP, Observatoire national de la délinquance, que ce gouvernement a eu la fâcheuse idée de supprimer, entre parenthèses, parce que c'était la seule source d'études indépendantes. C'est une étude de 2012 qui mettait en avant 155, j'ai regardé les chiffres, bien sûr, 155 personnels agressés. On était sur des taux de victimation qui étaient inférieurs aux sapeurs-pompiers, aux gardiens d'immeubles, etc. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de... Mais d'où venait la source? Qu'il n'y a pas de sujet. Vous avez vu d'où venait la source? Oui, la source était fragile. C'est Google Alert. Ouais. Donc là, vous avez ça. L'ONDRP faisait une victimisation des agents de sécurité via des Google Alert. À travers des... Vous vous rendez compte? Enfin, la presse, quoi. Voilà, à travers la presse. Donc c'est pas terrible. Donc on n'a pas cet outil-là. Et on se rend compte que dans les moyens de protection, en effet, gilet pare-balles particulièrement possible, les dés lacrymogènes uniquement dans certaines conditions. Hein, c'est pas, alors pour la D, justement... Elles ne sont pas généralisées. On ne va pas rentrer dans un débat trop technique. Moi, je voulais simplement dire qu'il y a un outil qui est formidable, qui fait l'unanimité, qui a fait l'objet d'une expérimentation à les polices municipales qui vient d'être généralisée. Ce sont les caméras individuelles. D'accord ? C'est pas une arme.
mais c'est un outil. Caméra piéton. Oui, caméra individuelle, piéton, mais le terme légal, c'est caméra individuelle. Et là, tout récemment, le législateur les a autorisés pour des agents des transports publics. Je ne parle pas ni de la SNCF ni de la RATP, mais les agents de la RTM Marseille, ils sont assermentés, ils ont des caméras individuelles. C'est une loi de 2019, une loi d'orientation sur les transports. Donc je pense qu'on pourrait aller avancer de manière empirique le gilet, les caméras individuelles. On aurait quand même des outils de régulation, de prévention intéressants. Georges, il y a des moyens dans les sociétés de sécurité, justement, pour pouvoir fournir ce type d'équipement? Caméra individuelle, il faut une loi. Hein. Oui, il faut une loi. Je ne sais pas s'il y a des moyens. Ce que je sais, c'est que les entreprises de sécurité, contrairement à l'idée reçue, ont des marges bénéficiaires très étroites et qu'ils ont aussi des problèmes économiques. Ça, c'est évident. Moi, ce que je voudrais quand même rappeler dans ce débat, ne pas perdre de vue qu'il y a une différence essentielle entre, je dirais, la force publique et la force privée. La différence essentielle, c'est que la force publique est la seule détentrice de l'usage de la force strictement nécessaire. On parle de violence légitime, ce que n'a pas l'agent de sécurité. Il n'a pas du tout ce même statut. Donc l'agent de sécurité, qu'il soit protégé ou insuffisamment protégé, ne peut réagir que comme n'importe quel citoyen. Il n'a pas plus de pouvoir qu'un citoyen ordinaire, hein, c'est-à-dire la légitime défense. Et encore faut-il savoir, et ça c'est l'objet des formations qui sont aussi faites dans fortes, cette profession, qu'est-ce que c'est que la légitime défense? C'est pas aussi évident que cela. Il faut connaître les conditions pour pouvoir riposter légitime défense de soi-même ou d'autrui. C'est déjà compliqué pour les policiers et les gendarmes. Voyez-vous, donc la différence, donc l'agent de sécurité privée est moins protégé statutairement qu'un agent de police nationale ou de gendarmerie. Donc il doit redoubler, je dirais, de vigilance par rapport à un excès éventuel de l'usage de la force, voyez-vous. Et donc ça, c'est quelque chose de très particulier à cette profession, mais il faut encourager d'une part, les formations, ça c'est surtout à partir du moment où ils sont porteurs d'une arme, qu'elle soit de catégorie B ou D, et ça, les formations, elles sont aujourd'hui en Elles sont bien plus sévères que d'ailleurs dans la police. Il y a des contrôles très stricts, notamment par l'autorité préfectorale, qui délivre ces autorisations à l'occasion d'événements particuliers ou dans le cadre de missions particulières, notamment de protection de personnalités, par exemple. Donc je voulais bien rappeler cela, que l'agent de sécurité n'est pas protégé. Il ne peut pas faire, par exemple, de sommation, comme fait un policier ou un gendarme. Donc il doit faire avec les textes généraux du droit, comme n'importe quel citoyen. Mais après, c'est pas ce qu'il demande, l'agent. En fait, ce que vous dites, si je comprends bien, c'est qu'à un moment donné, quand les policiers ont déserté, parce que c'est de la désertion. Si on a des agents publics qui sont aujourd'hui et qui font des rondes dans des cités la nuit pour assurer la protection des locataires qui sont dans ces endroits-là, ça veut dire qu'ils ont des fonctions qui étaient anciennement dévolues à des policiers, que les policiers ne font plus, mais qui, eux, c'était leur rôle, leur fonction. Ils avaient les moyens et on leur donnait les moyens de le faire. Et aujourd'hui, on demande à ces mêmes agents de sécurité privés de faire le même travail sans en avoir ni le pouvoir, ni les moyens, ni rien. Ils n'ont aucun pouvoir, en réalité. Ils n'ont aucun pouvoir. Donc c'est un problème. Le pouvoir du citoyen lambda, le droit d'appréhender, du code de procédure pénale, le droit d'entraver. Comme n'importe quel citoyen qui constate un flagrant délit ou un crime flagrant, voilà, c'est déjà bien, peut user de la force, voilà, tout à fait, strictement nécessaire, en attendant l'arrivée de l'officier de police judiciaire. C'est tout. Il n'a pas d'autre pouvoir que celui de n'importe quel citoyen. Mais donc forcément, forcément, il est en première ligne. C'est pas tout à fait vrai, néanmoins, parce qu'il y a quand même des exemples. On a des services internes de sécurité qui relèvent du livre 6. On va citer deux services internes où les personnels sont armés, très bien équipés, très bien formés. C'est le groupement parisien interbailleur de surveillance et le groupement interbailleur. Donc on voit bien que quand le législateur le veut, sur certaines prestations, c'est possible. Mais on devrait inventer une nouvelle catégorie d'armes, qui est la catégorie 0, que dans les forces d'intervention, on appelle l'échelle de la force. Et la catégorie 0, c'est le talent comportemental, le savoir-faire comportemental face à des situations. Et ce volet-là, il est... La gestion physique. Comment j'appréhende une situation, comment je gère ma gestuelle, comment je gère ma parole, et ceci n'est qu'effleuré dans les heures de formation. Après, dans l'échelle de la force, c'est le niveau 1. Et là, on a un travail important. Dans la police, on l'a beaucoup dans les groupes d'intervention, en formation professionnelle, ils l'ont énormément.
Mais ça ne fait pas partie de la formation. Sauf que l'agent de sécurité, me semble-t-il, est souvent primo-intervenant sur Bien sûr, des événements. Raison de plus. À comparer avec le citoyen lambda. Très souvent. Donc, rien que pour les masques, l'usage des masques, c'est lui qui va ramasser la haine des personnes qui sont contre ce masque, etc. On a vu pendant la crise des Gilets jaunes sur les Champs-Élysées des agents protégés des locaux qui n'étaient pas ceux pour lesquels ils étaient... Mais Georges Fenech, il rappelle quelque chose de fondamental. L'agent privé agit dans le cadre d'un contrat avec son donneur d'ordre. L'agent de la force publique, il applique la loi, le law enforcement, comme disent les anglo-saxons. Donc il a en effet l'outillage que n'ont pas encore aujourd'hui les agents privés. Non, je crois que c'est l'application de nos principes généraux, d'utilisation de la force publique, qui aujourd'hui est composée de la police, de la gendarmerie, et on peut dire aussi de la police municipale, qui a quand même aujourd'hui plus d'attributions, plus de protection, plus de moyens. Et à côté de cela, il y a une sécurité privée qui vient suppléer ou qui vient en complémentarité, mais avec des attributions et avec des pouvoirs différents que celui de la police nationale. Ça n'est pas choquant en soi. Je pense que... Non, mais je ne dis pas que c'est choquant. Ce que je dis, c'est que le fait qu'il ne soit pas protégé, c'est ça qui l'est. Parce qu'en fait, il se retrouve en ligne de mire et la cible des mêmes personnes que les pompiers, les policiers, les gendarmes. Mais vous voyez qu'on avance sur ce sujet, puisque maintenant, depuis la loi de 2017, il faut dire que si ça s'inscrit dans le cadre de la lutte antiterroriste, tout ça est né à ce moment-là. Bien sûr. Il a fallu sortir de l'état d'urgence, et donc la loi de 2017 a augmenter le rôle des polices municipales et des polices privées, enfin des agents de sécurité privés. Donc on voit bien que le cheminement, il est là, c'est-à-dire une complémentarité, une possibilité d'être armé avec des conditions très strictes de formation, d'autorisation préfectorale, etc. Et moi j'insiste beaucoup sur le rôle du CNAPS, évidemment, mais aussi sur le rôle de la formation. Je pense que vous, peut-être nous en parler. Déjà, rien que pour la catégorie D, donc arme non létale, elle est possible pour n'importe quel site, dès que l'agent de sécurité peut avoir une problématique d'agression sur lui-même. On n'est pas dans un risque exceptionnel, là, on est dans un risque courant d'agression. Donc là, réfléchissez dans tous vos sites où il peut y avoir, des magasins, des choses comme ça, où il y a un risque d'agression, ou une catégorie D pour être utile. Et en fait, on va dire que l'armement, c'est pas une réponse à tout, mais déjà, en fait, ça filtre énormément les agents, et du coup, ils ont déjà... C'est-à-dire, ça filtre ? En fait, on n'a pas du tout le même public dans les agents de sécurité armés qui passent ce cursus-là. On n'attire pas du tout les mêmes. Ça filtre. Ça filtre dès le départ. De toute façon, vous allez voir dans une boîte de sécurité, vous dites, voilà, vous avez la possibilité d'armer 10 agents, qui vous choisissez. Et là, il va faire le tri tout seul, déjà. Ah non, lui, je lui donne pas, lui, je lui donne pas. Parce que c'est vrai que la majorité, c'est des vendeurs de viande. C'est-à-dire qu'en fait, on met de l'agent au kilo, même s'il n'est pas efficace, on va mettre de l'agent au kilo, on voit quelque chose, mais c'est pas efficace. Alors, pour résumer et conclure ce premier sujet, qu'est-ce que rapidement on peut imaginer avoir comme protection supplémentaire pour nos agents ? Gilet pare-balles, formation comportementale et étudier quand même, de mon point de vue, l'opportunité, la faisabilité des caméras individuelles qui ne sont pas une arme, qui sont un double correctif, un correctif de l'attitude de l'agent lui-même et évidemment une forme de dissuasion vis-à-vis d'un certain nombre de personnes qui pourraient le prendre à partie. Moi, je pense qu'on est quand même sur des pistes qui peuvent être sérieusement envisagées. D'accord. Moi, je le rejoins et j'irai même un peu plus loin. Dans la sûreté aéroportuaire, par exemple, il y a une obligation d'accompagnement des salariés qui se font agresser, au pénal notamment, avec un financement des avocats, etc., qui n'existe pas dans l'assurance humaine classique. Donc c'est-à-dire que l'agent, il est seul, il s'est fait agresser et c'est lui-même qui doit payer son avocat au pénal. Donc là, juridiquement parlant, voilà, juridiquement. Georges, vous pensez que c'est une bonne idée ? De quoi ? Justement, d'être épaulé juridiquement parlant, pour qu'ils ne se sentent pas seuls. C'est ça. Et je pense que c'est tout l'intérêt de la société, donc tout l'intérêt des forces publiques, d'avoir comme force privée, qui soit en complémentarité de la force publique, une formation, une compréhension du rôle de chacun, sans confusion des rôles. Et je crois qu'on y va de plus en plus, d'autant plus que on ira vers des attributions de plus en plus nombreuses vers l'agent de sécurité privée. Je pense par exemple, on peut imaginer les transferts dans les hôpitaux, les transferts de scellés, l'assurance de certains bâtiments ou de certaines personnalités. Tout cela devrait pouvoir soulager, d'une part, la police nationale et la gendarmerie, en termes d'emploi, je dirais, en même temps valoriser le métier de la sécurité privée, mais ça doit s'accompagner, effectivement, d'un statut de plus en plus protecteur. Je pense qu'on est à l'aune, en fait, d'une profession qui a encore besoin de se structurer.
Alors, notre deuxième thème, c'est est-ce que nos agents de sécurité privée sont au bord de la pauvreté? Sont-ils assez bien payés? Jeudi 28 octobre dernier sur RMC, dans l'émission Les Grandes Gueules, on pouvait écouter le témoignage poignant de Julien, qui est agent de sécurité à Marseille depuis 15 ans, papa de 2 enfants. Il disait, je le cite, « Moi, le pouvoir d'achat, j'en ai pas, c'est zéro. Je paye l'école pour mes enfants, que j'ai choisi de mettre dans une école privée. Je fais mes courses. Je paye mon loyer et voilà, stop, ma vie s'arrête là. Je ne vais pas au cinéma, je ne sors pas, je ne vais même pas boire un coup. J'ai une femme, je ne la sors pas, je ne lui achète même pas un bouquet de fleurs ni rien. Les anniversaires, que ce soit ma femme ou moi, on ne se fait pas de cadeaux. On mange un repas sur 2. Les petits ne manquent de rien, ils mangent le midi et le soir, mais nous, on ne mange que le midi. Et quand l'animateur des Grandes Gueules lui demande pourquoi il ne met pas ses enfants dans le public pour essayer de gagner un peu de pouvoir d'achat, il répond « Je vis dans le 15e arrondissement à Marseille. Si c'est pour que mon fils devienne chouf avec tous les guetteurs, je préfère payer une école privée, quitte à me sacrifier moi. Un jour, mon fils est rentré de l'école. Il m'a dit, papa, j'ai un copain, il gagne 100 € par jour. Je lui ai dit, mais comment ça? Et il me dit, bah oui, parce qu'il fait chouf. Et donc, j'ai compris et je l'ai mis dans une école privée. C'est totalement aberrant, cet état des lieux, avec 15 ans d'expérience quand même, ce garçon. Et là, on voit aussi que les 2 premiers niveaux de notre classification de rémunération pour les agents sont en dessous du SMIC, même si bon, les employeurs ne peuvent pas payer, bien sûr, en dessous du SMIC, mais nos deux premières classifications sont en dessous du SMIC. On est à quoi, en termes de chiffres, on est à combien? On est, pour le premier niveau, on a 10,15 € de l'heure brute, à savoir que c'est 10,48 € le SMIC, maintenant, actuellement. Et pour le coefficient 130, donc c'est-à-dire que c'est l'agent confirmé, là, l'agent qui a une expérience, qui a une formation, qui est là depuis un certain moment, on est à 10,28 €. On est en dessous du taux horaire d'un agent d'entretien? Alors, enfin là, on met en dessous du SMIC, même, c'est en dessous. Ouais. Donc, pas applicable, hein, les deux. Ah non, voilà, tout à fait. Je rappelle quand même que le c'est pas applicable. Ça pose. Voilà, mais c'est-à-dire que nos métiers, en fait, au niveau de notre classification, on est encore en dessous du SMIC. C'est le prolétariat des services avec la propreté. Alors, néanmoins, d'abord, ce témoignage, il est très poignant, mais néanmoins, je voudrais quand même souligner la diversité des situations dans ce qu'on appelle sécurité privée. Il ne faut jamais avoir une vision unitaire, il faut la décomposer. On a une aristocratie, si je puis dire, c'est-à-dire des groupes qui ont su se défendre parce que quand ils ne travaillent pas, on ferme un aéroport, par exemple. Alors, c'était avant Covid, donc la sûreté aéroportuaire, c'est quand même bien défendu. Historiquement, les personnels qui travaillent pour les banques, les transporteurs de fonds n'ont pas du tout les mêmes conditions salariales, d'ailleurs, relèvent d'une convention collective, voire d'une convention collective du transport. Dans les services internes de sécurité, j'aime en parler parce que c'est aussi la sécurité privée. On a des régimes qui sont alignés sur les accords d'entreprise. Alors, quand vous êtes dans différentes entreprises, ça peut être... Voilà. Donc, on a ça. Et puis, on a un autre élément qui est la multi-activité, le multi-emploi. On est dans une profession où les personnes peuvent travailler beaucoup. C'est vrai que la pénibilité peut être moindre que dans le bâtiment, etc. Et donc, on a ce cumul d'emplois. Donc, on a une diversité, on a une mosaïque de situations qui n'enlève rien d'ailleurs au caractère poignant du témoignage, mais les situations sont quand même assez diversifiées. Mais là, vous parlez de niche quand même. On va dire que la grosse masse, elle est là. Les 180 000 salariés, ils ne sont pas à 2 000 € par mois, quoi. Non, ils ne sont pas à 2 000 € par mois, mais encore dans la grosse masse, on va distinguer des personnes qui sont dans des SIAT 3, qui sont dans des tours à la Défense. C'est une personne qui sont sur des marchés très stables, j'en connais, qui ont 20, 25 ans d'expérience, qui sont relativement correctement payés. J'emploie mes nerfs. Et d'autres qui sont chez d'autres donneurs d'ordre, la grande distribution pour ne pas la citer, mais bien d'autres, voire des acheteurs publics qui ne sont pas toujours non plus exemplaires dans ce domaine-là, et là qui sont véritablement qui sont maltraités. Sous-payés. Ouais, sous-payés. Agnès, un petit commentaire là-dessus, vu de l'extérieur comme ça, de la sécurité publique. Alors en fait, oui, parce que j'ai, encore une fois, dans ma naïveté, mais du coup stupidité aussi, j'ai toujours pensé que ceux qui étaient les moins bien lotis, c'était plutôt les fonctionnaires, même si on a la sécurité de l'emploi, qui eux aussi ont des revendications salariales, et je pensais que dans le privé, je me disais pas qu'ils étaient richissimes, mais je pensais pas que c'était aussi bas, en fait, mais même pas légal quelque part, parce que si c'est en dessous du SMIC, il paye c'est légal, SMIC, mais en même temps, il paye pas en dessous, mais on va dire que tout le monde autour de la table, on s'est dit, on rehausse pas du tout, on laisse à ce prix-là. Il n'y a pas des syndicats dans ces boîtes-là? Ou des représentants du personnel? Non, mais écoutez, moi je pense que là, il y a
une responsabilité des organisations syndicales et professionnelles. Je pense notamment à la Fédération française de la sécurité privée. On en discute souvent avec Claude Tarlet, par exemple. On est sur une filière économique. Cette filière économique, il faut la défendre. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit rétribuée à son juste prix. Donc, si on rentre dans des considérations du moins-disant, il est évident que sur tous les marchés, qu'ils soient publics ou privés, on va avoir une sécurité pauvre, une sécurité de moindre qualité. Et donc, on tire vers le bas. On tire vers le bas, et donc un service de moindre qualité. Mais si on veut défendre une profession qui a toute sa place aujourd'hui dans un monde insécure, je dirais... Et qui l'aura de plus en plus. Et qui l'aura de plus en plus, il faut être intraitable au moment de la négociation, que ce soit sur les marchés publics ou les donneurs d'ordre, et avoir des marchés qui permettent des rémunérations au juste prix, je dirais, de façon à dégager des marges bénéficiaires. On est sur des filières économiques, elles sont importantes, et cette situation de cet agent de sécurité est vraiment très poignante, effectivement, parce qu'on voit bien qu'il gagne le strict minimum, même du point de vue légal, et qu'il n'arrive pas à se nourrir lui-même correctement, ainsi que sa femme. Avec 15 ans d'expérience. Voilà, donc c'est toute cette filière économique qui doit se défendre par l'intermédiaire de ses syndicats, de ses fédérations, face à l'État, d'une part, donneur d'ordre, mais aussi aux grands groupes qui utilisent. Pour moi, le changement, il ne viendra pas de la tête. Oui. Parce que là, on va prendre l'exemple de la sûreté aéroportuaire. Là, vous parlez de syndicats, de la FFSP, du GES, etc. Oui. Pour moi, ça va venir de la base. Comme la sûreté aéroportuaire, comment est-ce qu'ils ont pu se dégager un meilleur traitement, un meilleur salaire, des primes. Vous savez que, par exemple, dans la sûreté aéroportuaire, ils ont un 13e mois. Oui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont eu un pouvoir de nuisance. Ils sont tous mis ensemble, en groupe. Ils ont dit, on bloque tous les aéroports. Ça, ils ont fait grève. Ils ont fait grève. C'est comme ça qu'ils ont fait débloquer toutes les situations. Et là, du coup, est-ce que les aéroports, ils ont internalisé après ? Est-ce qu'ils ont fait appel à... Parce que du coup, ils étaient plus soumis à la convention collective de la sécurité s'ils font appel à des agents internes. Mais non, ils n'internalisent pas. Parce que malgré tout, même si c'est cher, c'est toujours plus pratique d'avoir un prestataire qui s'occupe de ces missions-là. Ah oui, c'est sûr. Si les agents avaient le régime social d'ADP, en effet, ils percevraient une certaine différence. On les entendrait pas. Et c'est pour ça que du coup, pour nuisance, en fait, ils peuvent... Attends, là, on voit... J'ai envie de vous poser la question, que gagne un fonctionnaire de police au début de sa carrière? Alors moi, en tant qu'officier de police, donc je fais partie de ceux qui sont qui sont pas les moins bien lotis et pas les mieux lotis, donc au milieu, j'ai gagné 1 300 €. Voilà. Au tout début. Oui. Au tout début de carrière. Aujourd'hui... Il y a combien de temps ? ça qu'il faut aujourd'hui, après 10 ans, je suis à... Non, mais il y a combien de temps que vous avez ce salaire à 1 300 €? Il y a 10 ans, 15 ans ? Il y a 10 ans, il y a plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Vous étiez officier. Mais j'étais officier. Parlons donc des ça veut gardiens dire de que la les paix. gardiens de la paix, s'ils sont à 900 ou 1000 €, je pense que ça doit être... Il y a aussi au sein de la police la problématique des gardiens de la paix qui généralement viennent de province, sont aspirés par les services parisiens quand ils sortent d'école, se retrouvent avec un salaire, le fait de se dire qu'ils sont dans la fonction publique et qu'ils commencent à dépenser de l'argent. Et il y a énormément de gardiens de la paix qui sont surendettés. On n'en parle pas beaucoup, mais ça en fait partie. Ah, bien sûr. En revanche... Non, les gardiens de la paix ne sont pas à 1 000 €. Les gardiens de la paix, ils sont à 1 750, 1 800 € net, prime incluse au premier traitement. C'est pas beaucoup. Quand il faut se loger dans Paris, ils sont 4 ou 5 dans des studios. C'est pas suffisant. Je parle quand ils sont dans l'école. Le premier pendant salaire, c'est quand on est dans l'école. Pendant les formations, quand ils sont on élèves. est à 1 300. Après, ça élèves. augmente. Du coup, vous êtes payé pour vous former. Mais c'est pas tout le cas. Oui, tout à fait. Ce qui est le cas dans la fonction. Aujourd'hui, les agents publics sont mieux rémunérés que les agents privés. Quand moi j'accompagne une collectivité, on crée des collectivités qui n'ont pas beaucoup d'argent, ne peuvent pas créer une police municipale. Parce que les policiers municipaux, eux, en l'espace de 3 ans, ont largement dépassé en rémunération les policiers nationaux à cause de l'effet de rareté. Il manque 3500 postes en Ile-de-France de policiers municipaux. Ce sont des chasseurs de primes, je le dis au bon sens du terme, et ils sont bien rémunérés, tant mieux pour eux. Mais quand on fait un recrutement d'un simple ASVP, qui est vraiment, c'est même pas un statut, c'est même pas une filière de la fonction publique territoriale, c'est vraiment un statut c'est vraiment contractuel de base. On arrive à une rémunération de 1 400 € net. On reçoit 200 CV de la sécurité privée. Ah oui.
pour être la SVP de base. Donc, bien vous montrer la différence qu'il y a en niveau de rémunération, je dirais, entre le contractuel de prévention et l'agent de sécurité privée. Hein. Donc, on voit bien qu'on est sur le prolétariat, pour une bonne part d'entre eux, des services avec des salaires qui sont pas décents. Est-ce que les salaires actuels ne sont pas en lien avec le niveau actuel des agents de sécurité? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de formation et de niveau? Moi, je reste persuadé qu'il manque dans notre pays, vous allez me dire ce que vous en pensez, un tronc commun. Voilà, moi je pense que si nous avions une école nationale, ce qui ne veut pas dire que les écoles privées n'ont pas leur droit de citer, mais une école nationale, dès le départ, à la sortie du bac par exemple, en études supérieures, avec un tronc commun des professions de la sécurité, qu'elles soient publiques, privées, et ensuite l'étudiant va s'orienter un jour sur une carrière privée, une carrière publique. On peut même imaginer des allers-retours entre le privé et le public. Ça n'est pas honteux, ça n'est pas dégradant, bien au contraire, c'est enrichissant. Voyez-vous. Et je crois que ce qui manque dans notre pays, c'est cette école nationale qui donnerait beaucoup plus de lettres de noblesse, je dirais, aux professions de la sécurité en général, et qui créerait peut-être aussi un esprit de corps général, pas de corporatisme, mais de corps général. C'est-à-dire, on est tous chargés de la sécurité de nos concitoyens, nous avons tous une formation. Après, nous décidons comment exercer nos professions. Et je pense que c'est cela, au départ, qui peut valoriser tous les métiers de la sécurité et nécessairement, de manière corrélée, je dirais, des traitements plus en adéquation avec ses responsabilités, qui sont importantes. Oui. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein. Alors justement, après je voulais rebondir là-dessus, effectivement, il y a tout un business aussi pour les sociétés de sécurité privée. C'est-à-dire que du coup, les bas salaires, la pénibilité au travail provoquent un gros turnover. Donc il y a énormément de turnover dans nos professions. Et du coup, il faut les remplacer. Mais du coup, pour les remplacer, il faut les former. Et du coup, là, il y a des financements publics qui tombent. Et du coup, en fait, souvent, les sociétés de sécurité privées ont de toute façon un centre de formation à coller. Et en fait, c'est un cercle vicieux. On laisse les bas salaires, les clients sont contents parce que ça fait des prix ras le pâquerette. Voilà. Et en même temps, eux, ils sont de l'argent public où ils forment des dizaines et des dizaines d'agents, des centaines, des milliers sur les deniers publics. Et en fait, au final, les agents, ils vont rester 8 mois, 9 mois, 1 an. Et en fait, voilà, tout ça, c'est quand même... Mais par exemple, dans la grosse masse dont on parlait tout à l'heure, si on reprend la distinction qui a été faite sur la majeure partie de ces agents de sécurité privée, on est d'accord que ce sont ceux qui travaillent. Je peux me tromper, hein, mais quand j'étais à Roissy, il y avait tous les entrepôts, c'est-à-dire tout cet univers géant autour de Roissy. Et là, je sais qu'il y avait des agents de sécurité privés qui ne travaillaient pas pour des petites PME, hein, qui travaillaient pour... des gros groupes, quoi. Des énormes groupes, parce que forcément, il y avait de l'argent. Puis alors à Noël, on n'en parlait même pas, ça quadruplait là-dedans. Du volume. Voilà, donc il y a ça. Pour moi, il y a ça. Il y a les stadiers. Enfin, ou les stadiers, c'est aussi... Oui, on va en parler, mais pour moi, ça fait partie de cette masse-là. Donc les stades, le foot. On a les gros groupes pour protéger, entre guillemets, tout ce qui a trait au luxe. Quelle est l'autre profession encore que j'oublie? Par rapport à la sécurité privée? Oui. Enfin, tout ce qui est grande distribution. Donc, grande distribution. Donc, en fait, on a le foot qui génère des millions et des millions. Enfin, je veux dire, voilà, on paye un mec 40 000 € pour aller courir derrière un ballon. Et celui qui fait la sécurité dans les stades, je veux dire, on le paye pas. Alors que ça génère. Oui. Non, mais en fait, moi, c'est ça qui me pose un problème. Alors oui, on peut trouver des formations. Oui, on peut essayer de faire du corporate. Mais en même temps, ça veut dire que ce sont les gros groupes qui génèrent le plus d'argent qui vont mal payé, en fait. Oui, c'est ça. Donc après, on va pas me dire qu'il y en a pas qui se font des marges. Enfin, c'est pas possible. J'ai du mal à l'entendre, ça. En tout cas, il y a un mythe qui s'effondre. On pensait qu'en créant un régulateur du marché, le CNAPS, on allait, par un effet vertueux, on allait créer une dynamique économique. C'est-à-dire que la régulation professionnelle de la moralité allait ensuite générer un effet vertueux avec davantage de qualifications, davantage de formation. Bon, pour ceux qui croyaient encore aux effets bienfaiteurs de la bureaucratie, jamais une administration publique n'a entraîné d'effets vertueux sur l'économie. Le CNAPS fait son travail de régulateur, de contrôleur, mais la réponse, elle n'est pas là. Ça fait 25 ans. La réponse, elle est dans les métiers. Elle est dans les métiers, dans les qualifications.
je pense qu'il faut chez les gesteurs, vraiment un sursaut de la profession qui doit défendre ses salariés et qui donc défendre la fonction, le rôle. La prestation, la valeur. C'est ça, du métier. Ouais. Donc je pense qu'il faut arrêter de concourir au moins 10 ans, faire baisser toujours les marges bénéficiaires, sans quoi on aboutit à des situations de grande précarité, voire de pauvreté, de précarisation de ces métiers, et donc de baisse de niveau et de qualité. Je pense que la profession doit balayer devant sa porte. Et comme le disait Mike, peut-être que ça doit venir de la base, en se mobilisant, absolument. Finalement en faisant grève, et en mettant la pression sur ceux qui ont le pognon. Exactement. En fait, parce qu'une fois les acquis sociaux, ça a toujours été des conquêtes, bien sûr. Des batailles. Parce que les stadiers, si demain ils empêchent les matchs de foot de se produire, je pense que ça va remonter très haut. Et puis il y a des choses, et ça très vite. Ça risque de débloquer plein de choses en même temps. On est en train d'encourager à la révolte. Tout à fait. Voilà. Une émission extrêmement révolutionnaire. On va en parler d'ici quelques instants. Et juste pour conclure, ce problème de salaire, ça va se concrétiser très vite parce que pour les JO, il nous manque 20 à 25 000 agents. Oui. Si ça ne suit pas financièrement, on va les trouver où? Alors justement, on est peut-être à la veille de quelque chose qui va changer les choses. Il y a un effet JO, il va y avoir quand même, parce que là on va être avec le manque, on va être adossé, on va être le dos au mur. Je vous rappelle aussi qu'il y a peut-être un effet de la loi sécurité globale qui limite la sous-traitance, parce que les grands groupes, ils ont un discours et ensuite ils sous-traitent. Je vais citer le plus grand groupe qui a, je ne sais, plusieurs 40 ou 50 sous-traitants. Donc entre le discours des grands groupes et la réalité, il y a quand même une marge. Donc peut-être on va vers quelque chose d'assez vertueux. Et moi je pense qu'il faut que l'État se mobilise et qu'il y a une espèce de Grenelle de l'achat privé et public. C'est-à-dire que les acheteurs qui sont responsables, ils doivent être mis, alors à travers une des dispositions du Code des marchés, il y a quand même des solutions. On a vu quand même des secteurs se relever avec des politiques d'achat qui sont... C'est pas l'État le principal exemple en matière d'achat. Et c'est pas l'État, ni d'ailleurs les donneurs d'ordre publics, en général, qui sont le meilleur exemple. Georges, peut-être un élément qu'il faut introduire à ce niveau du débat, c'est la plus-value extraordinaire aujourd'hui de la technologie. Ce n'est pas uniquement de la surveillance humaine. Nous sommes dans des métiers qui sont en train d'exploser sur le plan de la technologie. Je pense évidemment à tout ce qui est caméra, ce qui est drone, ce qui est intelligence artificielle aujourd'hui. Là, il n'y a pas de problème on est là de repos, il n'y a pas de problème de tout ça. En fait, c'est sûr qu'un robot, il travaille 24 heures sur 24. Absolument. Il ne fait pas grève, il ne se plaint pas sur ses salaires. C'est pas ce que je voulais dire. Ça ne solutionne pas le problème de nos agents en termes de salaire. Des entreprises high-tech qui assurent une sécurité vraiment maximale avec ces nouvelles technologies, et donc tout cela a un coût. Et ce coût doit effectivement être répercuté sur le donneur d'ordre, qui doit bien comprendre qu'aujourd'hui la sécurité ne peut pas se passer de la technologie. On va le voir avec les JO qui arrivent, mais également la Coupe du Monde de rugby, et tous ces grands événements sportifs qui vont arriver en 2023 et 2024. Et nous ferons appel effectivement à quelques 20 ou 25 000 agents de sécurité, mais également à des sociétés très performantes. Et vous allez voir que la législation va évoluer. Mais en quoi ça peut impacter sur le salaire de l'agent Mais parce qu'à partir du moment où vous produisez une prestation de très haut niveau, forcément, ça a un coût. Et c'est le rapport entre l'offre et la demande. Là, on va avoir une demande violente, forte, sur un temps court. Et là, les capacités de négociation et de mobilisation sont beaucoup plus fortes. Donc là, il y a vraiment, plus la limitation de la sous-traitance, on a quand même deux éléments, l'effet JO, l'effet sous-traitance. Et plus que la sous-traitance, avec la sécurité globale, maintenant, tout ce qui est personnes issues de l'immigration, donc il est avec les 50 titres de séjour obligatoires depuis fin mai, ça a limité énormément, du coup ça enlève énormément de main-d'œuvre, parce qu'en fait, métier pénible, mal payé, les premiers qui sont pourvoyeurs de ce type d'emploi, c'est les personnes issues de l'immigration. C'est la première fois qu'on rentre dans une phase de raréfaction d'une main-d'œuvre qui était jusqu'à présent peu qualifiée et très abondante. C'est la première fois, donc il va certainement se passer des choses au plan économique, c'est la loi du marché. Agnès, pour conclure sur ce sujet, vous vouliez dire quelque chose, non? Je peux relancer le débat, parce que moi je ne suis pas d'accord avec ce que vous venez de dire. Sur le fait que quand on a mis des moyens technologiques tels qu'à Nice, par exemple, parce que je sais que Nice c'est une des périodes dans lesquelles, une des villes dans lesquelles il y a le plus d'expérimentation en termes de caméras, de vidéo protection, pour ne pas dire vidéosurveillance, et pour autant ça n'a pas du tout empêché les attentats. Donc, je pense que la caméra, l'œil, l'intelligence artificielle ne remplacera jamais l'humain
qui, en étant formés justement sur des analyses comportementales, comme vous le disiez, je veux dire, on ne peut pas se passer de l'un ou de l'autre. Ah mais moi j'ai toujours considéré que la technologie c'était un outil pour l'humain. Oui, mais jamais dit que les donneurs d'ordre privés prennent la technologie à la place de l'humain. Voilà, c'est ça. Ce qu'il dit. Et c'est là où il y a un problème. Pour économiser. Je ne le fais pas dire. Il faut évidemment, l'humain est toujours derrière la caméra. Donc on est d'accord. Oui. Vous confirmez, Eric, vous êtes d'accord avec tout ça? Oui, bien évidemment, mais c'est vrai qu'on va quand même vers un renforcement des compétences pour faire fonctionner les technologies. Parce que dans le périmètre du livre 6, on a des professions dont on ne parle pas. C'est la sécurité électronique. On n'a pas ce même prolétariat, entre guillemets, dans les stations de télésurveillance. C'est beaucoup plus rentable. C'est beaucoup plus rentable. On a des marges et on a des personnels qui sont qualifiés, qu'on ne veut surtout pas perdre. Quand on a un bon opérateur de télésurveillance, oh là, on le garde et on le paye bien. Et on le paye bien. Voilà. C'est comme ça qu'on le garde d'ailleurs. Alors on parlait de sport un instant, ça nous permet d'enchaîner sur le dernier sujet. La pénurie de stadiers dans le sport. Dans un article intitulé « La Ligue 1 au stade de la pénurie », paru samedi 6 novembre dernier, le quotidien L'Équipe faisait un focus sur le problème des stadiers dans les enceintes de Ligue 1 et de Ligue 2. Car depuis le Covid, eh bien, beaucoup ont déserté les stades pour aller travailler en sécurité ailleurs, comme dans la grande distribution ou des centres de vaccination, par exemple. Alors, c'est pas forcément mieux payé, mais en tout cas, les horaires sont plus souples. Ils peuvent faire en plus davantage d'heures et pas besoin de travailler le soir. Souvent, les matchs de foot, c'est le soir. Ni forcément les week-ends, parce que le sport, c'est le week-end, et dans le froid, plusieurs mois dans l'année. Et ce qui fait que ceux qui sont restés dans la sécurité événementielle et sportive sont soit rouillés, puisqu'il y a eu quand même 1 an et demi où on n'a pas eu de public dans les stades, soit peu expérimentés, parce qu'ils arrivent sur le marché. Donc les clubs prennent un peu de ce qui reste sur le marché pour assurer, et on le voit avec régulièrement lors des matchs. Récemment, il y a eu OM-PSG avec des incidents, et d'ailleurs 5 stadiers qui ont été licenciés puisque un supporter est arrivé sur le stade, et encore très récemment le match OL-OM qui a été interrompu après un jet de bouteille sur un joueur de l'OM. Un milieu où il manque également de femmes. Ça, c'est un peu global en termes d'agents de sécurité, mais c'est vrai qu'on en a besoin pour les fouilles à l'entrée des stades. Voilà, donc aujourd'hui, quelle est la solution avec la reprise, effectivement, de ces matchs de foot avec du public? Alors effectivement, en fait, pour les stades, tout ce qui est stadier, il y a un gros problème parce que c'est des petites vacations très mal payées. Ça, du coup, ça prend l'après-midi entière ou une journée entière pour 4 heures de vacation, 4-5 heures. Ouais. Et là, on est dans la massification. Je trouve qu'en fait, dans les matchs de foot, est-ce qu'il y a besoin que tous ces stadiers soient cartés agents de sécurité? Je ne suis pas sûr. Le CNAPS avait édité une petite circulaire pour identifier qui dans un stade devait avoir une carte pro ou pas. Effectivement, je pense qu'en fonction des missions, il faudrait regarder poste par poste, est-ce que ça nécessite bien une carte pro, et qu'on puisse élargir le spectre d'emploi et de recrutement. Parce que c'est rajouté comme mission pour ces stadiers aujourd'hui de checker les passes sanitaires en plus. Bien sûr. Oui. Donc ça demande de la main-d'œuvre et du temps. Oui. Ils ne sont pas nécessairement obligés d'être agents de sécurité encartés pour faire ce type de contrôle. D'accord. Pareil pour les palpations, à savoir que les palpations de sécurité... À propos de ça, il y a un exemple du club de Clermont qui a fait appel à des lycéens via une convention avec un établissement scolaire. Et c'est eux qui s'occupent du contrôle des passes sanitaires ou de placer le public. Voilà. Ce qui n'est pas forcément à faire par un agent de sécurité. Je pense qu'il n'avait pas de carte pro là, dans ce cas-là. Non. Bah justement, mais là, il n'y a pas besoin. Non. Le placement, le contrôle des passes sanitaires, le contrôle des tickets, on va dire inviter les gens à passer à droite, à gauche, etc. Il n'y a pas besoin de carte pro. Et je pense qu'en fait, justement, c'est valoriser le métier d'agent de sécurité que de le mettre sur des postes qui nécessitent vraiment, on va dire, des compétences de sécurité et pas forcément d'être un agent d'accueil, en fait. Mais moi, je vais être un petit peu provocateur. Je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose qu'il y ait une carence de stadiers. Ça nous renvoie au débat d'avant, c'est-à-dire que pour la première fois, on est face à une pénurie et on va s'interroger justement sur la valeur, sur l'utilité. Parce qu'aujourd'hui, on a une carence pour 3 causes qui sont assez différentes quand même. La première cause, vous l'avez dit, c'est l'effet Covid, c'est-à-dire les entreprises ont licencié, recours massif au chômage technique parmi les mieux rémunérés, entre parenthèses, vive la France, d'Europe.
Et beaucoup de stadiers avaient des cartes pro en cours. Ils n'ont pas pu se payer le fameux MAC, le maintien et l'actualisation des compétences, qui coûte 1 millier d'euros. Ils n'avaient plus de boulot. Ils ont pas fait ça. Et leurs cartes professionnelles sont devenues obsolètes, puisque tous les 5 ans, elles ont expiré. Et donc, on a eu une évaporation. La deuxième cause, c'est l'effet loi sécurité globale. Plus de 5 ans pour un étranger en situation régulière. Oui, bien sûr. Je le précise, on n'est pas sur, pour obtenir sa carte pro. Et puis il y a un troisième élément qui est une espèce d'alchimie en ce moment, et j'entendais le directeur général du groupe Accor le dire, ils ont perdu aussi leur personnel de l'hôtellerie. Donc il s'est passé dans ce pays, en général, des reclassements vers les auto-entrepreneurs, vers les nouveaux métiers, les livreurs, etc. Et le quatrième élément aggravant, c'est qu'on paye très mal pour des vacations spécifiques. Alors qu'à l'inverse, dans la restauration, on ne manque pas d'extras. Les meilleurs serveurs vont faire des extras chez les traiteurs parce que c'est beaucoup mieux rémunéré. Donc on voit bien quand même qu'avec tout ça, on a un problème qui est très structurel et qui, à mon avis, peut être aussi vertueux à terme. Moi, je suis un petit peu dubitatif en vous écoutant sur faut-il nécessairement avoir une carte pro pour être à l'entrée d'un stade. Je n'oublie pas. Nous aussi, on est dubitatif. Je n'oublie pas, en tant qu'ancien président de la commission d'enquête parlementaire sur les attentats du 13 novembre, que c'est un stadier qui risque de sa vie à empêcher un terroriste d'actionner son gilet explosif à l'intérieur du stade. Et vous, je pense que, compte tenu du contexte aujourd'hui et de la menace persistante que nous avons, déconsidérer ce rôle que vous appelez simplement d'hôtesse d'accueil, finalement, ça n'est pas dans le sens de l'histoire. Je pense qu'au contraire, ces grands lieux qui sont des événements sportifs et qui vont arriver, on l'a rappelé, les JO, etc., doivent être protégés par les meilleurs d'entre nous. Voilà. Ils sont formés, qui ont leur cadre professionnel, parce qu'autrement, nous allons affaiblir le niveau de la sécurité. Encore une fois, là, ils peuvent être primo-intervenants. Ah bah bien sûr. Exactement. Mais là, en fait, là, vous vous donnez un autre exemple, parce que là, il était en périmétrie, en contrôle palpation. Là, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas besoin de carte pro pour là. Oui. J'avais dit que sur la masse, préciser cela. Voilà, sur la masse dans un stade, certaines missions. Ah, il y a plein de missions. Je pense qu'on pourrait identifier des missions qui ne sont pas liées à la sécurité privée au CSI livre 6. Parce qu'il faut rappeler que sur l'enceinte d'un stade, la répartition des forces de sécurité, elle se partage entre le privé à l'intérieur du stade et le public à la périphérie. Aux abords, à la charge du club. Hein. Ah, bien sûr, service payant, mais comme dans beaucoup de domaines, le Tour de France est un service payant aussi. Hein. Bien sûr. Est-ce que finalement... Oui, sauf que c'est pas aussi cher que dans le privé. Je pense que l'État vend très mal ses agents. C'est ce qu'il y a une circulaire, que c'est à l'heure, je crois qu'un gendarme c'est 25 ou 30 euros de l'heure, un camion c'est X milliers d'euros par match. Il y a tout est vendu. Donc on a revalorisé le... Okay. Contrairement au stadier, je cite Stéphane Bourdon, qui est président du syndicat sécurité CFTC, qui déclarait donc à l'équipe, faire venir des gars pour 4 heures et 50 euros, ça fout les boules, mais comment faire ? Dès qu'on parle augmentation aux clients, ça gueule, et vous aurez toujours une autre boîte qui proposera moins cher. Eh ben voilà. Une autre boîte qui proposera moins cher. Et ça, c'est inadmissible. C'est exactement. Parce que c'est la profession qui rabaisse finalement la profession. Ouais. Voilà. On est d'accord. Donc ça, c'est un des moratoires avec les syndicats et c'est ce qui est les accords dans les entreprises dont vous parliez. Ça, c'est voilà, c'est essentiel. C'est un problème pour moi qui est plus de ressources humaines et non pas de fonction métier. Et donc, en réaction à ça, dans Ouest France, il y avait la ministre chargée des Sports, Roxana Marcinaou, j'avais toujours du mal à le dire, qui a déclaré c'est le devoir des clubs d'assurer la sécurité avec leurs stadiers, la formation des stadiers, qui ont peut-être perdu l'habitude d'être là. Ça se dégage un petit peu du problème, non ? Non, c'est l'organisateur. Hein. C'est dans notre droit, que ce soit pour un événement festif. C'est lui le responsable. C'est lui le responsable et c'est à lui véritablement d'assumer. On est dans un cadre contractuel, on est dans un cadre de sécurité privée, comme le précisait Georges Fenech tout à l'heure. Et l'État est là pour maintenir l'ordre public. Donc là, on est vraiment dans cette responsabilité. Non, le gros sujet, il est sur la formation. Il est en effet sur un éventuel certificat de qualification professionnelle spécififique. Hein, événementiel, pourquoi pas. Événementiel. Donc ça, c'est un très gros sujet. Justement, j'ai interviewé Moustapha Abassani, qui est le PDG d'une société d'événementiel, mais qui est surtout le président de l'OPSE, l'organisation des professionnels de la sécurité événementielle, qui intervient beaucoup, entre autres... lui, personnellement, avec son entreprise dans le foot. Et il dit qu'avec l'OPSE, il travaille à mettre en place un TFP Event, titre à finalité professionnelle, spécialisé
événementiel pour rendre le métier plus attractif et plus rémunérateur, car les agents seraient formés en fonction du métier de l'événementiel et non considérés comme des fardeaux coûtant cher. Voilà. Mais ça, c'est du réchauffé. Parce que, en fait, en 2016, pour le 2016, ils ont inventé aussi une carte professionnelle grand événement qui n'a pas du tout fonctionné. En fait, personne s'est mis dessus. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, c'était 30 heures de moins de formation sur les 175 obligatoires de base pour un agent de sécurité. Et du coup, pour 30 heures de moins, autant faire la formation totale. Et là, tous les agents qu'on a formés pour l'événementiel, aussi bien pour les JO que pour l'Euro 2016, est-ce qu'ils vont rester dans la profession? Est-ce qu'il y a un besoin au-delà d'autant de personnel formé? Non. Parce que du coup, en fait, on va former. Ah, par contre, pour les deniers publics, ça va, pour les entreprises de formation, ça va être bon. Ouais. Parce que là, ça va générer pour des gens qui vont rester 1 mois dans la profession et après ils vont partir. Voilà. Et c'est de l'argent public, du coup, parce que la formation, c'est le public qui le paye. Et voilà. En fait, c'est tout le monde qui paye, en fait, pour que les entreprises s'enrichissent, en fait, sur quelque chose qui vont rester 1 mois. Parce que c'est pas possible d'avoir autant de milliers d'agents avec ce besoin-là après. C'est pas possible. Du coup, je prends l'exemple du Canada. En fait, j'ai discuté un petit peu avec le CNAPS canadien là-bas. Et eux, pour tous les grands événements, il faut une carte professionnelle temporaire de 1 mois, de 2 mois, où en fait ils contrôlent la moralité. Ils ont une petite formation de 12 heures, 14 heures, 20 heures sur la gestion de conflits par exemple, un minimum. Et ça suffit. Pour moi, en fait, c'est suffisant. S'ils sont encadrés avec une obligation, par exemple, d'encadrant, de chef d'équipe, des choses comme ça, pour encadrer ce type de personnel, mais on n'a pas besoin de faire passer 5 semaines, 6 semaines, 7 semaines à des agents qui vont rester à une barrière pour dire aux gens de ne pas passer par là, ou alors bracelet violet, ça passe pas. Et après, ils vont faire quoi? Et sur des deniers publics. Du coup, je pense on est à un moment donné, on n'est pas... les caisses de l'État, elles sont largement été vidées avec le Covid. Avec la Covid, du coup, c'est une problématique à prendre à bras-le-corps. Et ça, c'est vraiment la réponse. C'est le système canadien, souple. C'est ça. La moralité, pragmatique, une formation en relation avec les besoins et avec les compétences. Et nous, on a un gisement énorme on a plus d'1 million d'étudiants majeurs. Bien sûr, qui sont en plus précarisés en ce moment, qui ont besoin de bosser. Moi, je vois que pour Roland Garros, par exemple, il n'y a aucun... Je ne parle pas de la sécurité, je parle de tous les métiers autour qui sont plus ou moins des régulations. On n'a aucun problème pour recruter. Moi, j'ai mon propre gamin, ils se sont battus pour aller à Roland-Garros, faire des petits boulots. Et ils sont passés par quoi? Alors là, c'est un gros mot dans la sécurité privée. Les boîtes les intérims, je veux dire. Parce qu'on a des très grandes entreprises d'intérim qui ont des savoir-faire également. En événementiel, bien sûr. Bon, voilà, donc on a peut-être aussi cette solution un peu dans l'esprit canadien. Moi, je pense qu'on va y aller. De toute façon, on va y aller contraint et forcé. Georges, je ne sais pas si je peux intervenir à ce niveau-là, mais il me semble qu'il y a toujours dans notre pays un problème d'image de la profession, qui n'est pas suffisamment valorisée. Regardez, pendant la crise sanitaire du Covid, dont on n'est pas sorti encore, on a beaucoup salué les premiers de cordée, je dis, enfin ceux qui étaient les infirmiers, les médecins. Les infirmières, les médecins. Il y a un problème de reconnaissance, vous avez raison. Etc. Personne dans les grands médias, j'en sais quelque chose, personne dans les grands médias n'a eu l'idée d'évoquer, ne serait-ce que d'évoquer, le rôle des agents de sécurité qui sautaient en première ligne dans les grandes surfaces. Ni même au niveau de l'État, à commencer par le président de la République. Sans masque, sans rien, et qui sont allés remplir leur mission. Personne n'en parlait. Même le président, quand il a remercié... Il n'a pas remercié ces dizaines de milliers d'agents de sécurité qui, au risque de leur santé et donc de leur vie... Certains en sont morts, d'ailleurs. ...ont assuré leur mission. Et donc, j'en déduis qu'il y a un problème encore de compréhension du rôle de la sécurité privée et d'image plus valorisante, parce qu'il n'est pas compréhensible que cette profession ne soit pas reconnue à sa juste valeur. Peut-être communique-t-elle mal? Il y a un problème de communication. On en parlera. Après la Constitution... Je ne sais pas si vous partagez ce sentiment. Complètement. Après, les agents étaient utilisés pour sprayer les caddies, étaient payés pour donner du gel dans les mains de chaque personne. Après, il y a les travers en disant, voilà, il a été formé pendant plus de 5 semaines, 6 semaines, pour au final faire un petit pip-sheet dans la main de chacun. Aujourd'hui, mais après, peut-être que demain, s'il décide de changer de boulot, et si c'est valable pendant 5 ans, il pourra très bien utiliser les compétences qu'il a acquises dans sa formation dans une autre entreprise. Ah non, mais en fait, eux, ils bossent en CDI, après, du coup, ils sont utilisés pour beaucoup de missions annexes qui n'ont rien à voir avec la sécurité privée. Ouais. Et après, du coup, ce n'est pas en lien avec ce qu'ils ont été formés, en fait. Oui.
Il y a un défaut de visibilité de la profession, et comme le disait Georges, ils sont presque invisibles. À l'inverse, pour connaître le travail en entreprise, certains donneurs d'ordre savent féliciter. Moi, je le vois au quotidien, adressent des lettres de félicitations quand il y a des interpellations sur un grand parc tertiaire. Parce qu'il y a beaucoup d'interpellations. Les agents de sécurité privée font énormément d'interpellations, de voleurs, d'escrocs, de tout ce qu'on veut. Donc, il y a de la reconnaissance en interne, souvent de la part de donneurs d'ordre exigeants. Ça existe aussi. Je ne voudrais pas non plus qu'on noircisse complètement le tableau, mais il y a très peu de films, il y a très peu de livres sur les métiers. Il y a le convoyeur, mais c'est une profession qui est très peu représentée dans l'imaginaire collectif. Et là, je pense en effet qu'on a un travail d'image, un travail de représentation qui est même auprès de l'État, qui est important. Pour conclure sur ces stadiers, vous le disiez tout à l'heure, Agnès, c'est effectivement dans un milieu qui est extrêmement médiatisé, avec beaucoup d'argent, le football. Oui, parce que le rugby, ça fait pas la même chose. En fait, il faut passer du foot au rugby, on aurait moins de problèmes. C'est une excellente remarque. Au rugby, il y a quand même des stadiers. Bien sûr. Il n'y a pas de problème. Et il y a de plus en plus d'argent aussi. Et il y a de plus en plus d'argent. On a vu ce merveilleux match Cocorico. Contre la Nouvelle-Zélande. Mais moi, pour faire beaucoup d'études de sécurité sur les stades, je veux dire, il y a deux mondes. Il y a le monde de rugby. En termes de supporters, là. Oui, mais c'est les supporters qui font le risque, si vous voulez, l'échelle de risque. Bien sûr. Elle est absolument pas. On va en famille au rugby, à Perpignan ou ailleurs, c'est pas du tout la même ambiance. On n'y va pas pour démonter l'équipe adverse. Exactement. C'est une autre arbitre. Et donc, est-ce qu'ils n'ont pas intérêt aussi, quelque part, à manifester, parce que ça se verra, ça sera plus visible, ça communiquera mieux au niveau des médias, justement, ces stadiers? Ah mais manifester, non, mais s'arrêter de travailler, je pense. Parce que de toute façon, manifester aujourd'hui, s'ils manifestent en dehors de leur temps de travail, ça va pas changer. Parce qu'ils viennent plus. Ils en ont plus. Il y en a pénurie. Il y en a plus, donc il va se passer quelque chose. L'effet de pénurie va faire. Comme dans l'hôtellerie, où après, du coup, ils sont en train de se poser la question pour augmenter les salaires fortement, etc. On aura la même mécanique, je pense, en sécurité privée. Il y aura exactement. Je l'espère. Par le marché. Merci beaucoup. Merci Agnès Noza. Merci Georges Fenech, Éric Chalumeau. Mike, merci beaucoup pour cette première de l'Actu à chaud. Voilà, on a essayé de brasser l'actu fraîche autour de la sécurité privée. On se retrouve très vite. Merci à toute l'équipe de production et technique de la News Sécurité. À très vite. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.